Sur les 10 dernières années, le pourcentage moyen de progression des populations de sangliers avoisine les 10%. La prolifération des dégâts qui en découlent devient intolérable dans certains départements et la médiatisation actuelle prouve que la surpopulation des sangliers sur le territoire est devenue une question d'intérêt général. Aujourd'hui, le montant total des dépenses d'indemnisation par campagne cynégétique s'élève à 23 millions d'euros. Depuis 3 ans, le montant des indemnisations dues aux sangliers correspond à 88% du montant total versé chaque année aux agriculteurs. En 2006, le sanglier est en augmentation dans 30% des 48 départements où il est classé gibier et dans 50% des 38 où il est classé nuisible. C'est sa sérénité avec la prolifération des populations de sangliers. C'est le moins qu'on puisse dire, et ça, c'est un petit peu partout en France. Il ne faudrait pas que les chasseurs transforment le sanglier, bel animal de chasse, en cocotte de tir. On fait plus que ça, on paye. Pour y voir plus clair, il faut jeter un œil sur la carte des prélèvements qui, depuis 4 ans, affiche de lourdes disparités au niveau national. Quand plus de 15 départements présentent des prélèvements compris entre 10 et 17 000 animaux, une quinzaine également ne tire pas plus de 1500 sangliers par saison. Cela explique peut-être que les 3/4 des indemnisations, soit plus de 14 millions d'euros, sont concentrées sur seulement 9% des communes. Pour arriver à cerner le problème de la surpopulation du sanglier, il faut d'abord comprendre et maîtriser son mode de fonctionnement. À cette fin, les équipes de l'ONCFS CNERA Cervidés Sanglier ont entrepris une analyse jumelée entre les résultats des prélèvements cynégétiques et les résultats d'un suivi par marquage. Caractériser l'occupation et l'utilisation de l'espace ainsi que le régime alimentaire du sanglier sont des clés évidentes à l'identification des problèmes de surpopulation et par là même de dégâts. L'accroissement d'une population de sangliers est très variable, mais on estime que, si on ne la chasse pas, une population de sangliers double chaque année. Il existe un cap qui, si on l'atteint, rend la gestion de la population très difficile. Toutefois, en tant que tel, le sanglier est-il vraiment un animal dangereux? C'est vrai qu'il y a ce mythe du sanglier dangereux, et plus il est gros, plus il est lourd, plus il est dangereux. Il y a plein d'histoires qui sont propagées sur la dangerosité de l'animal qui attaque, alors que tout ça est totalement faux. C'est-à-dire que les seules fois où un sanglier attaque, c'est quand il n'a aucune autre solution. C'est un sanglier qui est blessé très grièvement, tellement grièvement qu'il ne peut pas fuir. Et si on s'en approche, et uniquement si on s'en approche, il attaquera pour écarter le danger et se sauver. Son but est toujours la fuite. Et puis, il y a dans la chasse, un sanglier mâle peut être aussi un animal qui se défend face à la meute des chiens et peut blesser des chiens, et c'est des factures chez le vétérinaire qui posent problème. Mais c'est dommage que dans les populations, il devrait exister des animaux de tout âge et particulièrement de bons mâles reproducteurs. Non, il y a les dents. Les dents. Celui-là, il a été marqué il y a au moins 2 ans. Donc ça correspond bien au niveau de la dentition. Toutes les dents de devant sont définitives. Donc une bête qui a plus de 19 mois sûrs. Et donc on vérifiera avec les informations de marquage. Mais Vous avez fait quoi, on change les boucles parce qu'il a été marqué il y a 2 ans en arrière. Tout petit, marque à ça. Et
Les boucles sont un petit peu limites, elles risquent de passer à travers l'oreille. Donc t'es 5006. L'identification et le suivi d'un nombre important d'animaux ont permis d'établir très clairement que le sanglier est une espèce sédentaire. Globalement, la taille des domaines de Bauges va s'établir entre 500 et 4000 hectares pour une laie ou une compagnie, alors qu'elle sera du double, voire du triple chez un mâle. Comme vous voulez. Ce côté casanier du sanglier peut s'avérer problématique, voire même dangereux, dans les zones de quiétude en bordure d'habitation. Le contact entre les humains et les sangliers est de plus en plus fréquent. On peut expliquer ce phénomène par l'extension à la fois des populations humaines et de sangliers, puisque, comme je vous le disais, dans les années 70, les prélèvements étaient pratiquement 4 fois moindres que maintenant. Donc ça veut dire que maintenant, il y a beaucoup plus d'animaux présents physiquement sur le terrain. Et dans le même temps, les populations humaines et puis les villes ont tendance à augmenter. Donc ça veut dire qu'elles se déplacent vers la campagne. On gagne petit à petit. Ce taux de rencontre peut aussi malheureusement augmenter avec le trafic routier. Donc là, des fois, c'est des situations un peu plus dramatiques. Mais donc, comme je disais, le sanglier peut tirer avantage de cette situation pour trouver des zones où il ne sera pas trop pourchassé. Donc il va pouvoir s'installer, se reproduire. Et puis, vu sa démographie, très vite, on va se retrouver face à des problèmes locaux à gérer. À ce propos, la forêt domaniale du Haut-Juré, en tant que forêt périurbaine, doit compter sur une vigilance et une sensibilisation accrue de la part de ses chasseurs. Alain François, le directeur de la chasse, prévient ses actionnaires dès le rond. Mesdames et messieurs, bienvenue en forêt domaniale du Haut-Juré. Alors, je vous signale que nous allons un peu inaugurer une nouvelle saison de chasse et nous allons prendre un nouveau départ puisque les conditions de l'ONF ont été renégociées. On a 20 fusils postés maintenant et on va avoir régulièrement l'utilisation de petits chiens. Alors, au niveau des consignes de tir, en ce qui concerne les sangliers, vous avez vu tout ce qui se passe. Nous, on n'est pas vraiment concernés, comme vous le savez, par les surpopulations de sangliers, mais il faut qu'on participe à la gestion du sanglier comme partout. Donc, les consignes seront d'essayer au maximum de respecter les laies meneuses qui mènent les compagnies. Alors, quelle que soit leur taille, si c'est une laie qui fait 50 kilos, et vous pensez, parce qu'il y a des laits, vous savez que maintenant elles se reproduisent très tôt. Donc, si c'est une petite laie, vous la respectez parce qu'elle a des petits qui sont derrière. C'est tout. C'est pas un problème de taille. Donc, et pourquoi je demande ça? Parce que si vous la tuez, vous désorganisez complètement la compagnie et là, vous êtes générateur de dégâts indirects. Voilà. Donc, vous tirez les sangliers qui vous font plaisir, sauf les laies meneuses, si vous arrivez à les identifier. Eh bien, écoutez... bon vent, et on va essayer de passer une bonne journée. Je pense que la politique actuelle est peut-être un problème de sécurité au niveau de la circulation routière. Il y a eu quelques accidents là tout autour de Bar-le-Duc et je pense que la préfecture met peut-être la pression à cause de ça sur le sanglier, oui. Alors, en ce moment, si, ils étaient là hier. Hein. Vous êtes peut-être là. C'est une nouveauté, les chiens, c'est ça? Grande première. Voilà, pour nous permettre de faire le plan de chasse plus facilement dans cette forêt périurbaine où on aimerait bien... il ne faut pas déranger trop. Donc, moins on chasse, mieux... Tout le monde se porte, notamment les autres utilisateurs de la nature, c'est ce qu'ils souhaitent. Mais malheureusement, il faut aussi qu'ils acceptent la chasse puisqu'on est obligé de réguler les populations. Alors on va y aller, parce que... Allez, en avant! Tout le monde va vers le soleil! Hop! On est une chasse un peu comme dans le temps où les gens, je veux qu'ils aient l'émotion. Quand ceux qui auront la chance d'avoir des sangliers devant, ils vont avoir de l'émotion. Et s'il y en a un qui tire un sanglier, ceux qui tireront un sanglier, j'espère qu'il y en aura quelques-uns, je suis sûr qu'à la fin de la journée, ils seront heureux parce qu'ils ont tué un sanglier. Et ils viennent pas pour faire un tas.
Voilà. Et ça, il faudrait arriver, c'est maintenant ce qu'on doit arriver à retrouver un petit peu dans la chasse française, qui a un peu perdu de sa sérénité avec la prolifération des populations de sangliers. C'est le moins qu'on puisse dire, et ça, c'est un petit peu partout en France. Et bien sûr dans notre département. Mais pas trop dans notre secteur, parce que là, les gens étaient... Enfin, dans notre petit secteur, parce que pas très loin d'ici, il y a encore des tableaux. Et d'ailleurs, on souffre, nous, au niveau du financement des bracelets, parce que ça se marque par zone. On souffre ici d'être dans un secteur où il y a quand même beaucoup de dégâts, même si nous, on n'en a pas, parce qu'on est dans un mauvais secteur, c'est-à-dire un secteur où il y a beaucoup de dégâts, mais c'est ceux du Sud qui nous pourrissent un petit peu la vie et le porte-monnaie. Ok, super. Allô! En avant! C'est en avant! Je devrais en avoir. On a du vol, les chiens tombent dessus. Les chiens, moi je suis bien vite, les chiens chauffeurs, je sais pas du tout le poids. T'as un couteau? Qui c'est qui a un couteau? Attends, j'en ai un. Vous allez vous aligner. Et moi, vous ralignez là, et vous partez, et moi je vais aller là repérer, puis je verrai vous rejoindre après là. Hein? Bon, bah, c'est bien. Ils ont déjà du cuir, tu peux le laisser taper dedans. Je vais aller là-bas. Allez. C'est. Allez, on y va. Allez, on va. La population de sangliers a vachement augmenté depuis la tempête, depuis 99. Parce que tout le monde fait un peu la gestion. Ouais, je crois qu'il avait sanglier. Non, mais qu'il fasse une battue en fin de saison, t'as pas fait ton quota, t'as pas encore, bon. Ouais, Et là, en début de saison, vis-à-vis des chasseurs. Le tour d'un maïs, où tu mets 3 brins, 3 fils électriques, hein, en 3 brins, hein, et que tu nettoies tes fils, il n'y en a pas. Il n'y a pas de dégâts. Pas de dégâts. T'as vu celui qu'on a fait de maïs hier? Oui, propre. Propre. Ouais, enfin, de toute façon, pas tout le monde fait de la faute. Ça vient des cultivateurs, ils se plaignent. Le préfet, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des mesures. Hein. Ouais, mais ils se plaignent tout le temps. Ouais, non, mais... La récolte est bonne, ils se plaignent. La récolte n'est pas bonne, ils se plaignent, ils se plaignent tout le temps. Fais gaffe, t'es enregistré, tu vas faire des ennemis. Là. Oh, ça ne me dérange pas du tout. Tire-le un peu, puis je te perds pas en route. Très bien. Décollage immédiat. Si tu veux monter, monte. Alors le sanglier est devenu l'animal passionnel par excellence. Il était passionnel, mais de plus en plus maintenant, avec malheureusement la disparition du petit gibier de plaine. C'est vrai que maintenant qu'on a appris aux chasseurs la façon d'avoir du sanglier, de faire monter les populations, ils se sont passionnés. Et c'est vrai que c'est un animal passionnant. Ce qu'il y a, c'est que quand on a eu la chance aussi de connaître la chasse du sanglier à l'ancienne, c'est-à-dire quand il n'y en avait pas beaucoup, c'est vrai que ça donnait des émotions extraordinaires et que ne donnent pas les cervidés. C'est vrai que c'est l'animal de battu par excellence. Maintenant, le fait qu'il y a beaucoup d'animaux, on voit la naissance de nouveaux chasseurs qui sont quand même des flingueurs, des viandards, et ça, ce qui est un petit peu dommage, parce que ces gens-là, pour le moment, s'ils n'ont connu que ça, ils n'ont pas connu la vraie passion de la chasse au sanglier. Ça devrait être le rôle des responsables de chasse, des directeurs de chasse, de communiquer cette passion qui est contraire à l'objectif du tableau. Ouais, parce que avoir des sensations, avoir des émotions, c'est pas toujours compatible avec des gros tableaux et des gros tas de viande qui ne devraient plus, dans l'avenir, être à la mode, d'autant plus que
c'est de moins en moins bien supporté par que ce soit les sylviculteurs en ce qui concerne les cervidés ou les agriculteurs en ce qui concerne les suidés. Les dégâts de sangliers aux cultures agricoles sont essentiellement d'ordre alimentaire. Ils sont réalisés lors de la recherche et de la prise de nourriture. De nombreux moyens de prévention ont été utilisés avec plus ou moins de réussite. Deux méthodes, la protection par clôture électrique et l'affouragement dissuasif, sont les plus communes, mais doivent être utilisées en s'investissant et avec précaution. Alors, si on utilise le maïs comme appât pour le piégeage, c'est d'une part parce que c'est un aliment facile à stocker et c'est un des aliments préférés du sanglier en dehors des fruits forestiers naturels. Donc le sanglier, c'est un animal omnivore, donc il y a une large gamme de nourriture possible. Sinon, en règle générale, le maïs, c'est quand même un aliment relativement pratique parce que, donc, vous voyez, il nous sert pour le piégeage, où il est utilisé également en dissuasion, donc pour éviter que le sanglier aille s'attaquer ou se nourrir directement dans les cultures en croissance. Donc il faut éviter toutes les dérives qui consistent à nourrir des animaux pour absolument les fixer sur un territoire à des fins de chasse. Mais bien utiliser, le maïs peut être un élément de gestion et de dissuasion vis-à-vis du dégât agricole. Donc pour cette année, il y a pléthore de nourriture en forêt, la nourriture naturelle. Donc un autre avantage du gland pour le sanglier, c'est que cet aliment va avoir des répercussions fortes sur sa reproduction. Donc en général, ce qu'on a pu mesurer nous ici, mais c'est vrai à d'autres endroits en France ou en Europe, les études montrent que quand il y a une bonne production de glands en forêt, généralement le cycle reproductif va redémarrer plus tôt. De ce fait, les naissances vont avoir lieu elles-mêmes plus tôt et la période d'accroissement pour les sangliers sera beaucoup plus longue jusqu'à la saison de chasse suivante. Ça veut dire que techniquement, les jeunes animaux auront des poids assez conséquents à l'issue de leur première année de vie et donc ont des chances de pouvoir redémarrer leur reproduction personnelle au bout de leur première année de vie. La CCA d'Évilliers se situe dans une zone agricole. Pour prévenir au maximum les dégâts, les chasseurs se sont organisés pour faire régulièrement des battues dans les champs de maïs, dépendant de leur territoire. Jacques Nicole, le président, prévient ses partenaires des risques de ce type de battue un peu particulière. Interdiction de tirer dans le maïs. Pour les poster, les trackers, vous savez ce que vous avez à faire, vous tirez à 2 mètres. Hein. Bon, c'est tout, hein, parce qu'il n'est pas question de balancer une balle à 50 mètres ou 60 mètres dans le maïs. Là, c'est le meilleur moyen de coucher son copain. Et on n'est pas là pour ça, surtout pas là pour ça. OK? Ouais. Les sangliers, on tire tout, sauf ce que je viens de vous dire. Une laie qui est suitée de marcassin, vous ne la tirez pas. Bon, on a suffisamment de dégâts dans le coin. Un animal qui se présente seul, vous le tirez. C'est tout. Et dans une troupe, vous laissez passer les 2 premiers, vous tirez derrière. On ne peut pas faire autrement, parce qu'on va se faire tirer les oreilles par le monde agricole et par les instances synégétiques. Là, combien de trackers, là, aujourd'hui? Eh bien, 1, 2, 3, 4, 5. 5. T'as ton fusil, Mike? Alors, 4 fusils et 1 sans fusil. Voilà. Au niveau des chiens? Au niveau des chiens, moi j'en ai 3, le Denis 2. Oh, il y a une 12, 13, 14 chiens, quoi. Bah là, on va tâcher de trouver du sanglier dans les maïs. Normalement, c'est fait pour, quoi. Et hop, on devrait faire une belle levée de sanglier, mais le temps que c'est pas fini, on peut pas savoir, quoi. Oh, Dougie, viens! Dougie, viens! Ici, en Aka, on est à environ 5-6 animaux à prélever au sang. Alors qu'on arrive en forêt, où les prélèvements sont beaucoup plus importants et on commence à taper au-dessus de 10, voire 15, et même plus. Et là le problème, c'est que les dégâts qui sont générés par la surpopulation, c'est ce qui ne va plus aujourd'hui. Donc le monde agricole est en pétard. Nos instances, j'y suivent le mouvement parce que c'est plus trop possible de payer. On ne fait plus que ça, on paye.
Alors prélevons raisonnablement, descendons notre prélèvement en dessous de 10 et comme ça tout le monde sera content. T'as de la fréquentation. Hein. Allez, viens. Tiens, tiens. Ah bah tu vas voir, plus loin c'est une catastrophe. Hein. Ah ouais. On va voir plus loin, là c'est affolant. Hein. C'est la première année qu'on en a comme ça. Hein. Là il y a eu une augmentation de sangliers et une population importante. Et puis il y a beaucoup de dégâts dans les maïs et puis dans les semis d'automne. Les semis d'automne, tout est retourné. Les paysans ils commencent à gueuler quoi. Faut faire attention de ne pas trébucher hein, là-dedans, avec les petits bouts qui dépassent. Hein. Voilà, bon, voilà un exemple de dégâts sur une parcelle qui est non close. Donc, mais pour clore des parcelles, la difficulté réside dans l'environnement. Ici, un chemin, une épine, comment on clôture. Clore une parcelle qui est bien carrée, on va dire à 400 mètres de côté, en plein milieu de la plaine, c'est une affaire qui se fait relativement bien. Quoique, il faut clore avec 2 fils, voire 3 fils aujourd'hui. Les animaux commencent à comprendre le système. Un fil, ce n'est pas suffisant. Et pour clore une parcelle dans le style de celle-ci, bon, c'est un travail qui est énorme. On va passer des jours et des jours. La pose de la clôture est une chose. L'entretien, c'est autre chose. Et c'est beaucoup plus important en entretien que la pose. Et quand les parcelles sont découpées comme elles sont ici, avec de la forêt, avec du chemin, je dis là, c'est pratiquement mission impossible. Bon, il y a toujours un fil qui touche, automatiquement les animaux passent. Et une fois qu'ils sont à l'intérieur, bon, c'est fini. Mais aujourd'hui, la pose de clôture commence à devenir pénible. Voilà. La population est trop importante aujourd'hui, quoi. Faudrait redescendre. Vu que les hivers n'ont pas été trop rigoureux, les petits ont réussi, c'est dû à plein de choses. Hein. Bonne gestion aussi, surtout ça. Hein. Une gestion importante. Les gars, ils prélèvent pour pouvoir garder leur... Ils font gaffe pour pouvoir garder leur actionnaire, et puis voilà, quoi. Bon, la population a éclaté, mais ça date déjà depuis la tempête. Hein. Ça s'amplifie, mais ça va se régulariser parce que ça devient inacceptable. Donc ça va, à mon avis, ça va se régulariser cette année. Ouais. Enfin, on y met de la bonne volonté. On est là, il y a du dégât partout, on lève pas de sanglier, on peut pas faire plus. Hein. Ah, tu vois les chiens comme ils s'affolent? Là, ça c'est bon ça. Wow! Attention là-haut! Attention là-haut! Là, l'angle de 30 degrés, c'est pas trop ça. Hein. Bon, on y va? Ah, puis il a les deux. Il a les deux, hein. C'est pas possible. Hein. Il y a eu la tempête à 99, là. Alors il y a beaucoup de coins qu'on ne pouvait pas y aller, tout ça. Et puis à ce moment-là, bon, c'était pas tué. Et puis ce qu'il y a aussi, c'est que on a fait attention de ne pas tuer les bêtes de tête, tout ça. Alors en plus, c'est comme ça que c'est venu, quoi. Alors pour vous dire que maintenant, cette année, il y en a pas mal de gros, parce qu'à force de garder les laits, tout ça, bon, il y a les gros qui étaient derrière, qui ont été loupés, des trucs comme ça, puis voilà, comme ça se fait, quoi. Mais alors maintenant, il y a des coins, il faut qu'ils se dépêchent à tuer, parce qu'à ce moment, ils attendent les battues administratives. Hein. Mais c'est pas normal, parce que là seulement qu'on commence à chasser, s'il y a des battues administratives, ils devraient les faire qu'au mois de décembre, pas avant. Ouais. Les gens, nous, là seulement qu'on les voit, aujourd'hui. Ouais. Alors, vous voyez. Et il y a 40 ans, c'était comment le sanglier? Oh, on en voyait, ça dépend. Ça arrive une paire de fois, on en voyait 1, 2 dans l'année, c'est tout. Si on en tuait 1 ou 2 tous les 2 ans, c'est tout. Ah ouais. Non, mais on ne voyait pas grand-chose. Hein.
Alors, des fois, il en restait, mais autrement, on n'en voyait pas. Alors, des fois, il en restait comme ça. C'est de là que l'année d'après, on arrive à en avoir un peu, quoi. Autrement. Puis, il faut dire aussi que c'est, comment donc, avec les forêts. Ils font pas mal attention aussi, comme ils ont de la place. Et c'est comme ça que c'est revenu, quoi. Mais ce qui a amené le sanglier, c'est quand même en 99, quand tout ça, c'était des gauliers, des boîtes. Ici, on voyait à travers, hein, même sans passer par la ligne. Vous étiez là, vous voyez l'autre côté là-bas. Que maintenant, il n'y a plus rien, quoi. Voilà. Cette année, il va y avoir des dégâts qui vont être très, 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 très importants, qui vont nous pénaliser l'année prochaine. On va mettre en péril la gestion des petites sociétés. Je parle petites sociétés au bois, AK. Ça va, on y va. C'est un gros. Bon, faut que je mette une balle alors. Très bien, plus. Ils sont encore prêts, les chiens. Ils sont après, les chiens. Tiens, les chiens, tiens. Laisse-le. Oh, laisse-le. Oh, ça y est. Ça y est, laissez-le. Ça y est, c'est fini. Pas de lit, chauffe-le. C'est fini. C'est fini. Ça y est, c'est fini, les chiens. C'est ça que t'as tiré? Bon, parce que là, je vais le laisser là parce que j'ai pas de bague. Hey, tu sais ce que c'était, mon gars? C'était un petit sanglier. Oui. Ouais. Il était beige. Ah ouais. Oh oui. Mais je les vois pas, ils me passent dans le maïs devant moi, il y en a une troupe. Après un tout seul, quand le germain annonce à la porte. Et là tout de suite, ça grognait un peu devant moi. Ouais, bah il y en a des restés dedans, ouais. Néanmoins, les chasseurs font parfois preuve d'une méconnaissance plus ou moins intentionnelle des problèmes des agriculteurs face aux dégâts de sangliers. Bertrand Sager, responsable agricole des questions de dégâts gibier, s'inquiète de la situation mais veut avant tout que le dialogue perdure. Donc en tant que responsable agricole, notamment à la FNSEA, donc ayant en charge du dossier dégâts gibier et tout ce qui est chasse, je constate depuis quelques années une augmentation très importante de dégâts sangliers sur les départements. Donc est-ce dû à la mauvaise gestion du sanglier, peut-être par certains départements? Est-ce que la méthode de bracelet ou de bouton est la bonne méthode? Est-ce qu'il faut dire, il faut tirer le sanglier et on tire tout ce qu'on peut tirer? Bon, qui n'est peut-être pas la solution miracle, mais il faut qu'on trouve une solution donc, pour régler tous ces problèmes. Autrefois, les laits mettaient bas à environ un poids de 100 kg, avec une portée de 6 ou 7 petits. Aujourd'hui, nous avons des laits qui commencent à mettre bas, au poids de 40 kg, et avec des portées doublées. Donc tout ça, c'est dû à la qualité de l'alimentation, puisque le sanglier, maintenant, trouve sa nourriture pratiquement en permanence dans les champs de maïs. Donc, ce qui favorise sa prolification. Alors maintenant, quelle méthode de prévention? Il y a les méthodes de pose de clôture électrique, qui posent dans certains endroits quelques soucis, puisque la loi dit que les fédérations sont obligées de fournir les clôtures. Mais derrière tout cela, il y a la pose de la clôture, il y a aussi l'entretien. Donc un agriculteur qui n'est pas chasseur, qui n'a rien demandé à personne, se dit pourquoi moi je poserais les clôtures et pourquoi je les entretenir, fournir le courant, alors que moi j'ai rien demandé. Donc agriculteurs et chasseurs
ne sont-ils pas les meilleurs protecteurs de la nature? Nous devons trouver des solutions ensemble. Nous devons être partenaires plutôt qu'adversaires. Je ne me verrai pas aujourd'hui avec une interdiction de chasse sur la France entière, où là nous aurions quelques soucis, nous agriculteurs, sur la gestion de nos exploitations, parce qu'on aurait certainement plus de dégâts qu'on en a aujourd'hui. Mais d'un autre côté, il faut aussi que le chasseur respecte le travail de l'agriculteur qui a un prix. Donc il faut aussi que la législation nous aide pour trouver des solutions qui soient les moins mauvaises possibles et qu'on permette de travailler ensemble et de discuter sans avoir de rapport de force extrémiste. Toutefois, il est plus facile de contenter les agriculteurs dans certains endroits plutôt qu'à d'autres. La CCA de Montplonne, par exemple, souffre de sa proximité avec de gros massifs chassés qui faussent les données au niveau local et augmentent les tarifs. Monsieur Durand, son président, nous explique ce système du serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire, voilà, on a environ 560 hectares. Les bois sont répartis tout autour du village, qui nous permet de chasser à peu près chaque 3 semaines des bois différents. Donc on laisse reposer 3 semaines, voire 4 semaines, c'est les bois qui sont là. On a un plan de chasse de 32 sangliers, 30 chevreuils. Actuellement, on en a tué 5 sangliers, pas de chevreuils encore. Voilà. Mais, évidemment, au cours d'année, au mois de décembre, ils vont nous en donner obligatoirement. Et pourquoi? Parce qu'il y a des dégâts. Il y a des maïs, là, ils sont malheureusement clôturés. Mais il n'y a pas de courant dans le fil. Donc, vous voyez bien ce qui peut se passer. Donc, les sangliers qui sont là-dedans, ma fille en a vu avant-hier 20 sur la route à 9h du soir. À 23h, ils y étaient encore. Les chasseurs ont peut-être un petit peu de tort aussi parce qu'ils ont laissé trop proliférer les sangliers, c'est tout. Je vous dis quand même une chose, les adjudications sont chères. Les bracelets coûtent quand même 59 €. Un sanglier, faut payer tout ça. Les gens viennent chasser, mais ça coûte cher. Ouais. Et puis s'il n'y a plus de sangliers, les gens ne viennent plus chasser. C'est tout à fait ça. Malheureusement, c'est pour ça qu'il ne faut quand même pas tout tuer, quoi. Hein? On avance là, Bruno. Allez, allez. On a où la nuit? On a où la nuit, non? Allez, viens là. Quand c'était comme ça il y a quelques années, on avait donc des restrictions, on avait des pénalités, on avait des choses comme toutes les chasses en ont eu ou en ont encore. Vous savez, et là, bon, on les a levés cette année. Il n'y a pas de souci. Voilà. Eh ben nous là. Pas de bagarre, hein. Non, on n'est pas encore en surpopulation, mais on ne souhaite pas non plus y devenir. Parce qu'après, ça amène de l'animosité, puis il y a beaucoup moins d'intérêt.
Parce qu'après tempête, nous, sur la communale, on a monté jusqu'à 90 animaux tués. Hein. Et là, ça devenait limite du supportable pour l'environnement. Hein. Et l'ambiance chasse n'est pas meilleure avec 90 animaux qu'avec 35. Hein. Pourquoi ça? Parce qu'il y a des gens qui arrivent à tuer 10 animaux et puis ça amène des tiraillements. Hein. Tandis que quand on enlève moyennement, ça se passe beaucoup mieux, je trouve. Puis il n'y a plus d'intérêt pour le gibier mort. Parce qu'une fois que vous avez un nombre indéterminé d'animaux par terre, les gens ne les regardent même plus. Donc, intérêt moyen. N'est-ce pas, Robert? T'es pas de mon avis? Ah, si. Et puis, quand on arrivera au bout, là, je pense qu'on arrêtera. Hein. Oui. Je commence à Et 11h15. Et la gamelle? Vous avez sûrement quelques chasseurs qui voudraient de plus en plus d'animaux, mais ça, on ne peut pas aller vers ça quand on est dans des CCA. En plus, on a des chasseurs qui ont des moyens. C'est ce qu'on appellera des moyens. Donc s'ils veulent continuer à chasser, il faut qu'ils se mettent dans la tête aussi qu'il faut qu'on reste dans des moyennes raisonnables. Hein. Parce qu'après, vous avez un coût derrière. Hein. Plus vous avez d'animaux, plus ça coûte cher. Et évidemment, les gens ne peuvent pas forcément tout suivre des augmentations indéfinies. Hein. Voilà. Nous ici on a... Quand il y a vraiment trop de sangliers, oui, il n'y a quasiment pas de chevreuil. Ouais. Sinon... Et l'inverse, pas trop long. Non. Le gros problème qu'il y a, c'est que dès qu'il y a des sangliers, les gens ne chassent plus, ne tirent plus le chevreuil. Au CNERA, un ensemble de paramètres plutôt orientés sur la biologie sont utilisés au cours de l'année. 1324 à gauche. Ces études servent par exemple à réaliser des attributions de bracelets les plus cohérentes possibles. Pour Serge Brandt, se pose la question de la liberté de tir. Les classes d'animaux à tirer préconisées par le plan de chasse sont parfois en inadéquation avec les problèmes d'effectifs de l'espèce. Donc le tir sélectif des sangliers aujourd'hui peut avoir peut-être quelquefois des conséquences néfastes. Aujourd'hui, on tire systématiquement beaucoup de jeunes de l'année. On épargne, alors là, souvent systématiquement, les femelles reproductrices. Et pour compenser, on donne, entre guillemets, le tir assez systématique des mâles adultes. Ce qui fait que, au bout du compte, il y a un déséquilibre qui peut se créer dans le sexe ratio chez les adultes. Et l'impact peut être gênant pour l'espèce, et en tout cas pas naturel. Et puis, concernant la qualité de la reproduction, peut-être que le fait de ne pas laisser vieillir des mâles fait qu'il n'existe pas de mâles ayant eu une sélection naturelle. Et donc la reproduction peut être assurée par des jeunes mâles qui peuvent avoir subi une sélection moins rigoureuse et propager des gènes qui peuvent enlever un peu de rusticité, entre guillemets, à l'espèce sanglier, qu'on voudrait garder le plus rustique possible. Prenons un peu de recul. Direction l'Assemblée nationale à Paris, où le député Charles de Courson a activement participé à la rédaction de la loi chasse, mettant cette dernière au centre des outils de gestion des populations de grand gibier. Car dans l'épineux problème du sanglier aujourd'hui, il est fort probable que l'organisation même de la chasse française ne facilite pas les choses. Alors c'est très variable selon les départements. Il y a des départements dans lesquels on n'a pas assez prélevé, c'est-à-dire pour enrayer la montée du cheptel, parce qu'il y a un équilibre dans la nature, il y a un niveau qu'il ne faut pas dépasser. Il y a eu aussi quelques agriculteurs qui ont été mettre systématiquement des champs de maïs en bordure des forêts. Alors naturellement, il ne faut pas s'étonner s'il y a des dégâts, mais les dégâts sont bien indemnisés. Mais la réforme, la grande réforme qu'on a fait voter dans la loi chasse, qui est de responsabiliser les fédérations
et que ce soit très largement les cotisations de ceux qui chassent le sanglier, qui payent les dégâts, a permis quand même de créer un système de régulation et de responsabilisation. Moi, j'ai toujours beaucoup poussé, on a d'ailleurs très largement gagné, pour la décentralisation des pouvoirs à un niveau fin, c'est-à-dire responsabiliser les fédérations, responsabiliser les associations de chasseurs, pour que tout le monde prenne conscience que avoir une belle faune, c'est un travail de tout le monde. Il y a eu des dérives vers les chasses commerciales, ça c'est vrai. Ceci dit, les vrais chasseurs, ce qui les intéresse, c'est pas de tirer à la mitrailleuse sur les sangliers. Hein, les vraies chasses, ce sont des animaux qui sont des vrais animaux sauvages, qui savent se défendre, qui savent passer aux bons endroits, et non pas des hordes de sangliers nourris qui viennent dire bonjour aux chasseurs parce qu'ils croient que ce sont les chasseurs qui vont les nourrir. Cinq fois plus de sangliers en 20 ans, contre 30% de chasseurs en moins sur la même période. La décroissance du nombre de chasseurs est significative. Elle n'aide pas les directeurs de grandes chasses à rentabiliser le prix des locations. Cette baisse d'effectifs amène donc certains directeurs à tout miser sur les invités venus de l'extérieur. Nous sommes à Saint-Paul, près du lac de Madine, dans ce que certains pourraient appeler une grande chasse ou une chasse commerciale. S'il vous plaît. Il en reste là-haut, je sais pas, je vois encore du rouge. Bonjour, bienvenue à Saint-Paul pour cette 4e journée de chasse. Quelques minutes d'attention, s'il vous plaît. Donc écoutez bien, les sangliers, vous tirez jusque 60 kg éviscérés. Les mâles, plus de 5 cm sur la mâchoire inférieure ou 90 kg éviscérés. Si vous avez un ferme devant vous, ce qui peut arriver, je ne veux voir aucun posté au ferme avec sa carabine. Vous y allez avec un couteau, comme je dis toujours, digne de ce nom. Une lame comme ça. Pas le pinel ou la guiole que vous coupez la rondelle de saucisson le matin, quoi. Non mais, pour aller piquer un sanglier avec une lame comme ça, c'est pas facile. J'ai déjà vu ici, quand même. Hein. Donc on vous a gâté, comme vous pouvez le constater. Bon, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Ici, plus de 50 fusils et une bonne quinzaine de traqueurs sur un territoire découpé au corps. Les directeurs de chasse doivent garantir à ces chasseurs faisant de nombreux kilomètres de voir des animaux en nombre. Cela crée parfois un véritable cercle vicieux financier qui freine, voire même bloque, la régulation de la population de sangliers. Doucement. Bah nous, on fait partie du système. Ah bah oui. Ah, de toute façon, nous, il est positif. Hein. On a multiplié le nombre d'animaux par 10. Bon, après, on a le monde paysan qui nous tombe un peu sur le paletot, quoi. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, par rapport au prix des chasses, il faut quand même montrer du gibier aux gens. Hein. Donc aujourd'hui, c'est la gestion qui a amené une augmentation des animaux. Et voilà. C'est exceptionnel. Hein. Bon. Aujourd'hui, on est arrivé sur des battues où on arrive à faire quelque chose que moi, enfant, j'aurais jamais rêvé. Hein. Ah, on prélève 10 animaux dans la journée, on fait des trucs superbes. Hein. C'est venu de la gestion. Après, bon, il y a trop de succès, ce qui paraît. C'est dommage. Mais bon, ça va s'arranger. Ah, surtout, on fait des beaux animaux. Hein. Moi, personnellement, j'ai déjà eu une réussite. Bon, c'est passionnant, c'est des souvenirs. Mais le phénomène du sanglier est venu ici, il est venu de deux choses. Il est venu de la gestion, et puis il est venu de l'effet tempête quand même de Noël 99, hein, où les forêts étaient aplaties. On a arrêté de chasser, donc on n'avait pas avancé dans les plans de tir, et puis ça s'est multiplié, quoi. Mais bon, ça nous a bien rendu service. Voilà. Ah non, c'est une passion, le sanglier. Bon. Et wow!
Avec une moyenne de 25 sangliers par journée, certaines chasses ont le tableau d'une saison entière il y a 30 ans. Il faut garder en mémoire que sous des dehors de catastrophes nationales, les problèmes de surpopulation du sanglier concernent une minorité de chasses, même si leurs conséquences affectent tous les chasseurs. Mais quel est le point de vue des fédérations? Pour Michel Thomas, président de la fédération meusienne, le constat est clair. L'aspect économique de la chasse est quand même très important en France. Hein. Mais par contre, des gens qui veulent stocker, entre guillemets, les sangliers et qui ne, pour avoir des clients, entre guillemets, ça c'est sûr que ça a des limites. Ça a des limites. Hein. Et il faut garder des grandes chasses, il faut garder des grands massifs, mais il faut que ces gens-là chassent, c'est-à-dire que ne soient pas là systématiquement pour venir être sûr qu'ils vont tirer un sanglier. Hein. Si vous avez 500 sangliers sur un massif, vous voulez absolument descendre les populations, il faut en tuer 400 ou 350, vous voyez ce que je veux dire? Donc il est quantitatif d'abord. Donc dès le moment où il est quantitatif, il est réparti dans tous les sexes et réparti dans toutes les classes d'âge. C'est ça l'objectif. Hein. Si vous voulez moins de dégâts, il faut moins de sangliers, c'est clair, même si on a les aléas climatiques. Il ne faudrait pas que les chasseurs transforment le sanglier, bel animal de chasse, en cocotte de tir, parce que le sanglier est fabuleux, il se défend. C'est un des derniers fauves des forêts françaises, avec lequel le chasseur doit se mesurer. On doit le rechercher, il y a les chiens, il y a le travail des chiens. Quand il y a un ferme, c'est quand même pas si simple, si facile. Vous avez des gens qui n'osent pas y aller, qui ont peur. Donc un chasseur qui y va doit savoir ce qu'il fait. Donc c'est un animal qui se mérite et qui devrait continuer à se mériter. Et surtout qu'on ne le transforme pas en animal semi-d'élevage, comme malheureusement il peut exister quelques endroits. Nous sommes dans le village d'Appy, en Ariège, au pied des Pyrénées. Une étude montre que le sanglier trouverait également refuge dans les milieux montagneux et s'y développerait en toute quiétude avant de descendre faire des dégâts en plaine. Le milieu montagneux et sa difficulté d'accès seraient un rempart difficile pour une population de chasseurs vieillissants. Les chasseurs du cru, eux, voient les choses d'une autre manière. Il y a des dégâts un petit peu dans les pelouses, mais ça commence. C'est vrai que nous, on paye plus de la haute montagne, on paye les dégâts de la basse montagne. Mais je veux dire que nous, on traite peu de dégâts. Il y en a de plus en plus par contre. Le sanglier, s'il n'est pas dérangé, il reste à un endroit où il n'est pas dérangé. En montagne, si personne ne l'embête, s'il y a de la végétation où il se cache, il ne bouge pas. Il va se déplacer pour manger, mais il revient dans les remises. Donc sans faire de gestion, sans bracelet, on tire tout ce qu'on voit, on chasse. Et on s'aperçoit que la densité des sangliers augmente. Sans gérer le fait de tuer les jeunes, on tire même les laits, mais malgré tout, ça augmente quand même. C'est le milieu qui fait ça aussi. C'est des chasses qui sont chasses sur de grands territoires. On n'est pas très nombreux, on a du mal à couvrir la totalité du territoire, donc on n'a pas un taux de réussite qui est énorme quand on lève des sangliers. On en tue moins qu'en plaine. Et les sangliers bougent beaucoup, donc bon, c'est pour ça qu'on en laisse partir pas mal. Hein. Le terrain est difficile à chasser, donc c'est pour ça aussi. Et le terrain est sale. Ouais. On a un terrain qui est une végétation avec beaucoup de genêts, donc ça fait des remises, ils sont très durs à sortir, surtout quand on a des grands chiens, un chien courant, on fait des grandes menées, mais après on laisse des sangliers.
Allez hop, c'est parti. Et là. Il est vrai qu'ici la chasse au sanglier continue de se mériter. Le gibier est loin d'être gagné d'avance. Il faut aller le chercher, parfois pendant plusieurs heures de marche. C'est vrai que c'est assez physique. C'est ça que quand on arrive à boire, forcément on n'est pas efficace à 100%. Quoi. C'est pas évident, on gère son effort, une fois qu'on connaît le pays. Parce qu'on arrive là-haut, on est fracassé. Quand on dit au bonhomme il faut monter là-haut, ils ont tous un certificat médical le matin. Non, pas tous. La moyenne, oui. Et après, quand ils se régalent quand ils sont là-haut, parce qu'ils disent putain, t'avais raison de bien moyer, c'est le truc. Et après, c'est sûr que le secteur, il est violent. On a des postes à moyenne 1 heure, 1 heure et demie. Quand il y a la neige, c'est dur. Après, ça vaut le coup d'y aller, quoi. Parce que les sangliers passent là-haut. Parce qu'on traque en général en montagne, on rabat toujours en montagne. Ça fait que les cochons montent, en général. Les sangliers ne sont pas. Vous les à 1200, ils montent à 2000. Et on les tire à 2000. Donc, après, il faut être en forme et. Voyage. Pour ce qui est du sanglier, nous en avons plutôt vu moins qu'ailleurs. Par contre, nous avons rencontré des hommes pour qui la chasse a conservé ses valeurs anciennes, du temps où le sanglier n'était pas l'ennemi public numéro 1. Car si les prévisions tentent à voir la résolution du problème de surpopulation du sanglier d'ici 2 ans, le vrai danger qu'il représente réside ailleurs. Selon la majorité des chasseurs que nous avons rencontrés, il est dans la manière même qu'ont les chasseurs de définir la chasse. Cette situation étouffe en effet à petit feu l'éthique et l'instinct du chasseur. Le sureffectif du sanglier crée une habitude à se croire sur un champ de tir, dans lequel ce magnifique gibier n'est plus un adversaire respecté et admiré pour sa combativité, mais un nuisible à détruire.